Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le ciel du soir se teintait de nuances pêche et lavande tandis que Cynthia Timothy se tenait devant sa coiffeuse, fermant le fermoir d'un collier de perles que Frank lui avait offert 3 ans plus tôt. La ville sous la fenêtre de leur appartement scintillait comme 1000 petites étoiles, faisant écho à l'excitation qui l'habitait. Ce soir marquait leur 6e anniversaire de mariage, et elle l'avait planifié jusqu'à la dernière bougie. Un mot manuscrit, son eau de Cologne préférée emballée dans un paquet cadeau, et un dîner maison, du genre qu'ils partageaient avant que les réunions et les voyages d'affaires ne remplacent les soirées en amoureux. Sa robe bleu marine en soie moulait délicatement ses courbes, à la fois modeste et élégante, et ses talons claquaient sur le marbre poli tandis qu'elle descendait l'escalier. Mais dès qu'elle atteignit le rez-de-chaussée, tout changea. Frank se tenait à l'entrée, valise à la main, le regard plus froid qu'elle ne l'avait jamais vu. « J'en ai fini, Cynthia, dit-il d'une voix dénuée d'émotion. Les papiers sont sur la table. Signez-les. Pendant quelques secondes, Cynthia ne comprit pas ce qu'elle entendait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, un léger souffle s'échappant tandis que son regard allait de son visage à la valise, puis à la table dressée pour deux, intacte. « Quoi? De quoi tu parles ?» murmura-t-elle. Frank ne broncha pas. « Ce mariage ne marche pas. Tu es trop simple. Trop lent pour ma vie. J'ai dépassé ce stade. » Les mots résonnèrent comme des claques. Ses mains tremblaient tandis qu'elle s'avançait. « Ce soir? Pour notre anniversaire ?» Sa voix se brisa, mais Frank ne manifesta aucune compassion. Il passa devant elle, époussetant son contact comme une peluche de son costume. « Mon avocat va appeler. Ne complique pas les choses, Cynthia. » La porte se referma derrière lui avant qu'elle puisse retrouver la voix. Le silence qui suivit fut plus dur que le tonnerre. Cynthia resta figée sur ses talons, l'arôme du canard rôti emplissant l'air comme une plaisanterie cruelle. Son cœur ne se brisa pas instantanément, il se serra lentement, une révélation stupéfiante après l'autre. Les fleurs qu'elle avait disposées avec soin, le vin refroidi dans un seau en argent, l'assiette en porcelaine gravée de ses initiales, tout cela la narguait. Elle se dirigea vers la table à manger, tira une chaise et s'assit. Le siège en face d'elle restait vide, tout comme son avenir. Alors que la nuit tombait sur la ville, Cynthia fixait les papiers du divorce d'un regard vide. Sa main flottait au-dessus du stylo, mais elle ne pouvait se résoudre à le toucher. Au lieu de cela, elle murmura à personne, « Pourquoi ne me suffisais-je pas ?» Et à cet instant, son histoire d'amour prit fin, sans conclusion, sans pitié, et sans même un adieu. 2 semaines après l'effondrement soudain de son mariage, Cynthia errait encore parmi les décombres tel un fantôme. Son téléphone avait cessé de sonner, sa boîte mail était vide, et même ses amis communs offraient le silence plutôt que la compassion. La nouvelle se répandit rapidement dans les cercles d'élite, et les rumeurs concernant la nouvelle flamme de Frank se répandirent comme une traînée de poudre. Au début, Cynthia ignora les rumeurs. Elle pensa qu'il s'agissait d'un simple coup de pitié, jusqu'au soir où son magazine de design préféré parut avec une couverture dorée, le couple vedette du trimestre, Frank Kingsley et la brillante Annabelle Clark. Ses doigts s'engourdirent tandis qu'elle feuilletait les pages, atterrissant sur une photo grand format de Frank, le bras enlacé de manière possessive une brune éclatante. Annabelle était tout ce que Cynthia n'était pas, audacieuse, prête à être photographiée, vêtue d'une robe fendue cramoisie qui criait la séduction. Son sourire était travaillé. Ses yeux? Calculateur. Cynthia sentit son estomac se nouer, non pas par jalousie, mais par la cruelle finalité de ce qu'elle réalisait maintenant, Frank était passé à autre chose bien avant de partir. Annabelle Clark avait une réputation que seul l'argent pouvait protéger. Ancienne organisatrice d'événements de luxe devenue influenceuse de la haute société, elle savait s'intégrer à la vie des hommes fortunés comme une plume. Forte d'une personnalité soignée et d'un sillage de scandales discrètement enfouis, elle se réinventait dans chaque ville visitée. Frank, toujours attiré par l'ambition mêlée de beauté, était une cible facile. Annabelle a vu son ego, ses failles et son désir désespéré d'adoration publique, et elle les a nourris avec brio. En une semaine, elle a emménagé dans le Penthouse que Cynthia avait autrefois habité, a remplacé les œuvres d'art par des portraits de mode d'elle-même et a transformé le gala de charité de Frank en un cirque sur tapis rouge, avec des invités célèbres et des photographes de drone. La ville a regardé, amusée. Cynthia observait, consternée. Ce n'était pas seulement le départ de Frank,
c'était la facilité avec laquelle il la remplaçait, non seulement comme épouse, mais aussi comme être humain. Mais Annabelle n'était pas amoureuse. L'amour n'avait jamais été sa monnaie d'échange. Elle étudiait les hommes comme d'autres étudient l'art, à la recherche de schémas, de faiblesses et de valeurs. Frank était puissant, certes, mais prévisible. Il aimait gagner, mais pas se battre. Il aimait attirer l'attention, mais détestait être scruté. Elle jouait bien son rôle, riant à ses blagues éculées, lui touchant l'épaule en public et lui murmurant des ragots inventés à l'oreille pour le maintenir émotionnellement accro. Chaque geste était stratégique. Elle n'avait aucune intention de devenir un trophée, elle voulait des actifs. Des biens. Accès. Influence. Et elle les obtiendrait tous. Pendant ce temps, Cynthia, inconsciente de l'ampleur de la trahison, continuait de disparaître, la voix étouffée dans une ville qui applaudissait les gros titres. Frank pensait célébrer la liberté. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il avait invité un renard dans son royaume, un renard qui allait bientôt tout brûler pour des diamants. L'invitation était arrivée dans une enveloppe blanche immaculée portant l'inscription « Gala d'inauguration de la tour Kingsley » en relief doré. Cynthia l'avait gardée en main pendant plus d'une heure avant de décider d'y aller. Le monde de l'architecture était très soudé, et se montrer était à la fois un risque et une nécessité. Après des semaines de silence et de murmures, elle avait besoin de retrouver sa présence. De plus, elle avait contribué sans le savoir aux premières esquisses du projet avant d'être discrètement retirée, son nom ayant été remplacé par celui d'une entreprise moins connue rachetée par Frank. Elle était habillée avec soin, une élégante robe vert émeraude qui moulait sa silhouette sans attirer l'attention. Ses cheveux étaient relevés en un chignon souple, ses talons modestes mais élégants. Elle n'allait pas rivaliser avec les prouesses théâtrales d'Annabelle, elle allait entrer avec dignité. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le lieu était un spectacle, tapis doré, quatuor de violon, pyramide de champagne. Cynthia entra et sentit immédiatement les regards se poser sur elle. Certains étaient curieux. La plupart étaient cruels. Elle aperçut Frank près de l'entrée, posant avec des journalistes sous une immense banderole portant son nom. Et puis elle était là, Annabelle, drapée dans une robe à paillettes argentées qui scintillait sous toutes les lumières, debout à ses côtés tel un trophée vivant. Lorsqu'ils aperçurent Cynthia, Annabelle laissa échapper un rire doux et calculé et murmura quelque chose à l'oreille de Frank. Son sourire se courba, suffisant et venimeux. « Tiens, tiens, dit-il en s'approchant d'elle. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu as reçu l'invitation, hein? Ça a dû être une erreur administrative. » Annabelle se pencha vers moi avec une sympathie exagérée. « Cynthia, ma chérie, j'adore cette robe, elle est tellement intemporelle. » Le mot « intemporel » m'a empoisonné. Des caméras à proximité ont filmé l'échange tandis que Cynthia affichait un sourire forcé, le pouls battant à tout rompre. Elle se retourna pour partir, mais Frank s'empara du micro d'un présentateur et fit teinter son verre pour faire taire la salle. « Testons aux secondes chances et aux choix améliorés, » dit-il en regardant Cynthia droit dans les yeux. Des rires résonnèrent dans la foule. Figée sur place, Cynthia le fixait, les yeux écarquillés mais inflexibles. Ses doigts se crispèrent sur sa main tandis que la salle engloutissait sa dignité. Elle se tenait là, exposée, dépeinte comme l'ex fragile d'un cirque pour lequel elle n'avait jamais acheté de billets. Le diaporama commença sur l'écran géant au-dessus d'eux, et le cœur de Cynthia se serra en voyant une photo d'elle et Frank, prise des années auparavant, illustrant le passé dont nous avions tourné la page. Des halètements retentirent lorsqu'Annabelle déposa un baiser moqueur sur la joue de Frank. Mais ce qu'ils ne remarquèrent pas, c'était l'homme qui observait depuis un coin tranquille, loin des caméras. Le président Richard Alfred, invité par une connexion mutuelle, avait suivi toute la débâcle, les yeux rivés non pas sur Frank ou Annabelle, mais sur Cynthia, qui se tenait telle une statue au milieu des lots. Il vit le tremblement dans sa mâchoire, la force dans sa retenue. Et à cet instant, Richard ne vit pas seulement une femme humiliée. Il vit une histoire inachevée et une reine en fuite. 2 semaines après ce gala d'humiliation, Cynthia se plongea dans les esquisses et les croquis de rénovation, acceptant des petits boulots d'architecture bien en dessous de son ancien statut, juste pour survivre. Sa boîte de réception est restée quasiment vide, à l'exception d'un message énigmatique d'un contact anonyme, « Vous êtes vivement recommandé. » La discrétion est essentielle. Un domaine privé a besoin d'être réaménagé. Intéressé? Des honoraires de consultation généreux et une clause de confidentialité étaient joints à la proposition, ce qui a piqué sa curiosité. Cynthia,
hésitante mais pragmatique, a accepté l'offre. Le lendemain matin, un élégant SUV noir est venu la chercher à son modeste appartement en périphérie de la ville. Le trajet dura plus d'1 heure, sillonnant des chemins forestiers sinueux avant d'arriver à une propriété isolée, construite au sommet d'une colline, entourée d'arbres et de silence. C'était moderne, minimaliste, mais d'une majesté envoûtante. Un homme en costume sombre l'accueillit à l'entrée. Il ne donna pas son nom, se contentant de la guider à travers de hautes portes en chêne jusqu'à une pièce baignée de soleil, tapissée de plans, de maquettes intactes et d'une seule chaise face à la fenêtre. « Assieds-toi », dit une voix calme à l'autre bout de la pièce. Cynthia se retourna et vit un homme d'une 40aine d'années, élégamment vêtu d'un pantalon anthracite sur mesure et d'une chemise bleu marine sans cravate. Son visage était indéchiffrable, serein mais ferme, avec des yeux qui ne bronchaient pas. Il tendit la main. « J'ai entendu parler de votre travail, Madame Timothy. Je me fiche de ton histoire personnelle. Seul ton talent m'intéresse. » Elle cligna des yeux, incertaine de ce qu'il voulait dire. « J'aimerais que vous réaménagiez cette propriété pour en faire une résidence autonome. Lignes épurées. Ton terre. Pas de désordre numérique. Et je veux que vous soyez créatif, que vous pensiez à un sanctuaire, pas à une salle d'exposition. » Cynthia hocha lentement la tête, intriguée. « Est-ce que j'ai compris ton nom ?» demanda-t-elle. Un silence. Puis un léger sourire. « Restons formels pour l'instant. » Son ton n'était ni grossier ni chaleureux, juste contrôlé. La réunion dura moins de 15 minutes, et pourtant, lorsqu'elle sortit, elle sentit son pouce accélérer. Non pas par peur. Par possibilité. Au cours des jours suivants, Cynthia revint avec des croquis préliminaires. L'homme ne bavardait jamais beaucoup, mais il l'écoutait attentivement, observant chacun de ses mouvements tandis qu'elle expliquait ses idées. Il l'interrompait rarement, sauf pour poser le genre de questions que seule une personne profondément intelligente et réservée poserait. Il dégageait en lui une énergie qui la troublait et la fascinait à la fois. Chaque fois qu'elle quittait le domaine, elle avait l'impression de sortir d'un autre monde, épargnée par les ragots, la trahison ou la pitié. Elle ignorait toujours son nom. Il n'évoquait jamais son passé, son scandale ou son lien avec Frank. Et pour la première fois depuis des mois, Cynthia avait l'impression que quelqu'un la voyait pour autre chose que les gros titres. Elle ignorait qui il était vraiment. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce projet n'était pas qu'un simple travail. C'était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait changer toute son histoire. L'invitation était manuscrite, et non dactylographiée, glissée dans le dossier contenant ses dernières modifications de design. Dîner. 20 heures, n'apportez que votre compagnie. Cynthia fixa le mot, le cœur battant, hésitant à l'accepter. Son instinct lui dictait la prudence. Après tout, elle ne connaissait même pas le nom complet de son client. Mais la curiosité l'emporta sur l'hésitation. Ce soir-là, elle arriva au domaine juste au moment où le ciel plongeait dans un crépuscule velouté. Le silence habituel du domaine avait disparu. La cour principale, autrefois sombre et silencieuse, brillait désormais de délicates lanternes suspendues à des pergolas recouvertes de lierre. Une table unique, éclairée à la bougie et élégamment minimaliste, était dressée sous un amandier. Il se tenait au fond, sans veste de costume ce soir-là, les manches retroussées jusqu'aux coudes, une posture détendue mais résolument posée. « Mademoiselle Timothy », salua-t-il en lui tirant une chaise. Je me suis dit qu'il était temps de parler au-delà des plans. Le dîner commença tranquillement, saumon poêlé, légumes rôtis et une bouteille de vin rouge profond. La conversation avançait sur la pointe des pieds, en terrain neutre, sur les philosophies du design, les matériaux écologiques, la tension entre créativité et réglementation. Mais le ton changea. « On ne pose pas de questions », dit-il soudain en l'observant par-dessus le bord de son verre. « La plupart des gens seraient obsédés par qui je suis ou ce que je fais. » Cynthia sourit faiblement. « Je suppose que quand tu voudras que je le sache, tu me le diras. Et puis, je suis trop fatigué pour percer des mystères. » Il rit doucement, puis marqua une pause. « Bon, alors. Je suis le président Richard Alfred. » Le silence s'abattit comme un rideau tombé. Cynthia cligna lentement des yeux, les lèvres entr'ouvertes. « De tout le pays », murmura-t-elle d'une voix à peine assurée. « Oui, mais je préfère être considérée comme ta cliente ce soir. » Il se pencha en arrière, le regard fixé. « Cela change-t-il votre perception de moi ? » Si, mais pas comme il l'espérait.
Cynthia en eut le souffle coupé, non pas parce qu'il était célèbre, mais parce qu'il avait choisi l'anonymat alors qu'il aurait pu facilement faire étalage de son pouvoir. Elle comprit soudain pourquoi le domaine semblait à l'abri du monde, parce qu'il en était protégé. Et pourquoi il écoutait si attentivement, parce qu'il était un homme habitué au bruit, aspirant désormais au silence. La révélation ne l'intimida pas. Elle clarifia tout. Pourtant, des questions se bousculaient dans son esprit. Pourquoi elle? Pourquoi ce projet? Et pourquoi cette attention discrète qui lui donnait l'impression d'être considéré comme jamais Frank ne l'avait été? Le dîner terminé, il se leva et la raccompagna personnellement à la voiture. Je comprendrai si cela change les choses, dit-il doucement. Mais si ce n'est pas le cas, j'aimerais qu'on continue à travailler ensemble. Cynthia soutint son regard. Ce n'est pas le cas, répondit-elle doucement. Alors que la voiture s'éloignait, son esprit n'était pas préoccupé par son titre ou sa célébrité, mais par l'étrange réconfort de sa présence et la dangereuse possibilité que cela pouvait représenter. La fureur de Frank Kingsley grandissait à chaque article mentionnant le nom de Cynthia Timothy en termes élogieux. Au début, il attribuait son retour en force architecturale à un élan de sympathie, une attention temporaire née de la pitié après leur rupture très médiatisée. Mais à mesure que de plus en plus d'entreprises se tournaient vers ses créations et qu'une poignée de publications spécialisées la classaient parmi les 10 noms émergents à suivre, Frank sentit la pression monter comme un étau autour de son orgueil. Comment la même femme qu'il avait rejetée comme une mallette démodée pouvait-elle s'élever dans le monde qu'il dominait autrefois? Pire encore, des rumeurs concernant un puissant mécène mystérieux la soutenant commencèrent à faire surface, attisant la paranoïa de Frank. Il ignorait encore que ce mécène était le président, mais l'idée que Cynthia puisse acquérir une influence hors de son contrôle le fit sombrer dans une spirale infernale. D'une seule et même décision, il a sollicité des faveurs, envoyé des courriels aux associés du cabinet et organisé des réunions à huis clos. Sa mission était simple, mettre Cynthia Timothy sur la liste noire et l'exclure complètement du secteur. La tactique fut immédiate et impitoyable. Une offre prometteuse pour un musée qu'elle avait presque décroché fut soudainement retirée. Un cabinet de design, qu'il avait contacté quelques semaines auparavant, lui envoya un courriel fermé, sans explication. Même un modeste projet de rénovation pour lequel elle avait été engagée a échoué après que l'investisseur a reçu un signalement anonyme mettant en doute son éthique et son passé professionnel. Cynthia a constaté une tendance en quelques jours. Les portes auxquelles elle n'avait pas frappé se sont refermées sur elle. Les murmures s'étaient transformés en murs. Mais elle ne céda pas. Elle se tut. Stratégique. Elle tenait désormais ses réunions en privé, loin des bureaux du centre-ville et des tribunes de presse. Car ce que Frank ignorait, c'est qu'elle avait déjà été chargée de diriger la conception d'un centre culturel national, l'un des projets les plus ambitieux de l'héritage présidentiel. C'était confidentiel, financé par l'État et entièrement protégé de toute ingérence commerciale. Chaque tentative de Frank pour la mettre sur liste noire équivalait à une tentative d'étouffer une étoile déjà hors de sa portée. Et puis vint le contre-coup. L'une des entreprises que Frank a poussé à rompre ses liens avec Cynthia a divulgué un enregistrement de ses manœuvres d'intimidation. En 48 heures, l'information a fait le tour des blogs et forums du secteur comme une traînée de poudre. Architectes et designers qui s'étaient auparavant pliés à l'autorité de Frank ont commencé à remettre en question son éthique. 2 membres de son conseil d'administration ont démissionné discrètement. Un puissant investisseur a suspendu le financement de sa prochaine tour, demandant une évaluation interne. Cynthia est restée silencieuse en public, mais en privé, elle a assisté à l'effondrement de son petit empire, brique après brique, dans un esprit de vengeance. Pour la première fois, Frank n'était plus le marionnettiste. Il était la marionnette, empêtrée dans les ficelles de son propre désespoir. Et Cynthia? Elle continuait simplement à concevoir, sachant que certaines fondations se fissurent non pas sous l'effet d'une force extérieure, mais à cause de l'arrogance qui les habite. Les séances de conception au domaine présidentiel devinrent plus que de simples réunions d'architectes, elles devinrent des sanctuaires de compréhension mutuelle. Chaque visite de Cynthia au domaine se déroulait comme une révélation silencieuse. Richard Alfred n'était pas du genre à aboyer des ordres ou à exiger obéissance, il écoutait attentivement, avec une attention qui lui semblait étrangère après des années de mépris de la part de Frank. Il lui a demandé son avis sur la fluidité structurelle, l'harmonie spatiale, la tonalité émotionnelle d'un bâtiment. Et elle l'a donné, sans filtre, sans complexe, avec assurance. Les barrières entre le client et l'architecte ont commencé à s'estomper. Ils commencèrent à partager un café plutôt que des contrats,
à rire des désaccords de conception, à s'attarder davantage lors des revues de plans. Cynthia remarqua que son regard s'attardait parfois sur elle une seconde de trop, que ses questions dérivaient du design vers la vie, ses livres préférés, les villes qu'elle rêvait de visiter, les endroits où elle trouvait la paix. Richard, quant à lui, trouvait Cynthia enivrante, non pas avec la superficialité dont beaucoup de femmes de son entourage cherchaient à faire preuve, mais par sa force tranquille, sa résilience, sa capacité à se reconstruire sans amertume. Son titre ne lui importait pas, et c'était ce qui l'attirait le plus. Elle le défiait, non pas politiquement, mais personnellement. Elle n'adoucissait pas ses pensées pour flatter son statut. Lorsqu'il proposait des idées de construction originales, elle en remettait la faisabilité en question avec une acuité professionnelle qu'il respectait. Au fil du temps, il commença à se confier à elle, non seulement en tant qu'architecte, mais aussi en tant que personne en qui il avait confiance, malgré le masque poli qu'il arborait en public. Il lui raconta les fardeaux de la fonction, les nuits blanches liées aux décisions politiques, la solitude d'être puissant sans être véritablement connu. Avec Cynthia, il n'avait pas besoin d'être président. Il pouvait simplement être Richard, un homme qui aimait les lignes épurées, la symétrie, et qui rendait le silence environnant chaleureux plutôt que pesant. Leur lien se forma dans ces moments de calme, ces instants intermédiaires qui n'avaient pas besoin d'être définis. Ils commencèrent à dîner après les études de conception, à faire de longues promenades dans le domaine pour discuter de la vie et des projets d'avenir, et même à faire des gestes subtils comme se frotter les mains en passant des outils ou se regarder trop longtemps. Pourtant, aucun des deux n'avait franchi la ligne. Pas encore. Ce n'était pas une question de passion, mais de présence. Richard devint un refuge face au chaos laissé par Frank, et Cynthia lui rappela une vie à l'abri de la politique et des attentes du public. Aux yeux du monde extérieur, il restait un client et un entrepreneur. Mais entre les murs de ce domaine, quelque chose de plus profond se formait, quelque chose qu'aucun des deux n'osait exprimer à voix haute, mais que tous deux ressentaient dans les espaces entre leurs mots. Un lien fait non de titre ou de pouvoir, mais de respect, de reconnaissance et d'une confiance qui s'installait lentement. Frank Kingsley était assis derrière son bureau, dans la tour de verre étincelante qui portait son nom, Kingsley Holdings, les yeux rivés sur des rapports financiers qui n'avaient plus aucun sens. Les chiffres rouges coulaient à flot. Deux investisseurs majeurs s'étaient retirés sans prévenir. La construction de son dernier gratte-ciel à Milan avait été interrompue indéfiniment en raison d'irrégularités dans les permis. Un sous-traitant avait menacé de le poursuivre en justice pour des factures impayées. Quelques mois auparavant, Frank était un magnate en pleine ascension dans le monde de l'urbanisme, salué pour son innovation et sa domination. Il recevait désormais des appels nocturnes d'avocats et de membres du conseil d'administration, tous plus urgents les uns que les autres. Son bureau autrefois élégant, autrefois rempli de félicitations et de réunions avec traiteurs, était devenu une salle de guerre de déviation et de contrôle des dégâts. Le pire ? Il était incapable de déterminer le moment précis où tout a commencé à s'effondrer. Car ce n'était pas un instant unique. Il y en avait de multiples. Des fissures discrètes se formaient sous la surface, certaines nées de l'arrogance, d'autres plantées par la femme en qui il avait le plus confiance, Annabel Clark. Annabel avait toujours su gérer le pouvoir, non pas en le gagnant, mais en le détournant des hommes trop occupés à profiter de la lumière pour remarquer ce qui se tramait en coulisses. Tandis que Frank enchaînait conférences de presse et galas égocentriques, elle parcourait discrètement les comptes de l'entreprise. De petits virements bancaires déguisés en honoraires de consultation. Des achats de luxe facturés comme des investissements événementiels. Des frais de voyage qui n'ont jamais été remboursés. Lorsque Frank a constaté l'hémorragie financière, Annabel avait déjà créé un compte fantôme, investissant des centaines de milliers de dollars dans un portefeuille privé. Elle blâmait Frank pour chaque transaction ratée, chaque investisseur qui se retirait. « Tu es trop sentimental », lui lança-t-elle un soir en jetant un verre de vin par terre. « Tu laisses ton obsession pour Cynthia te distraire de l'essentiel, gagner. » Frank, les yeux rouges et désorientés, rétorqua « Je t'ai tout donné. » Mais Annabel se contenta de sourire, les lèvres fines et venimeuses. « Non, Frank. Tu m'as donné accès. Et maintenant, j'en ai fini. » Lorsque Frank a demandé un audit judiciaire, il était trop tard. Annabel avait déjà disparu pour un séjour de mode à Monaco, emportant avec elle non seulement l'argent, mais aussi des documents clés qui l'impliqueraient plus tard dans une négligence. La presse, autrefois séduite par leur prestige, salive désormais à l'idée de leur chute. Du magnate aux difficultés, Kingsley Holdings en crise, les gros titres fusent. Le nom de Cynthia,
autrefois associé à lui en note de bas de page, est désormais totalement absent. La femme qu'il avait rejetée s'épanouissait en silence. Et lui? Il se noyait dans le bruit de sa propre implosion. La tour portait toujours son nom, mais pour la première fois, Frank réalisa quelque chose d'effrayant. Des noms pouvaient être effacés. Et des empires pouvaient s'effondrer, surtout lorsqu'ils étaient bâtis sur l'ego, le mensonge et la souffrance d'autrui. La chapelle se dressait nichée derrière les collines d'un domaine privé de la campagne française, modeste, silencieuse, à l'abri des flashs et des micros. Cynthia se tenait devant les portes cintrées en chêne, vêtue d'une robe de soie ivoire, sans paillettes ni broderies, seule une simple bande de dentelle enveloppant sa taille comme un murmure. Son voile avait été cousu à la main par une couturière âgée et un lion, le bouquet étant composé de fleurs sauvages cueillies ce matin-là dans les champs environnants de la chapelle. Il n'y avait ni demoiselle d'honneur, ni centaines d'invités. Seulement 6 personnes, le chef de la sécurité personnelle de Richard, son discret conseiller, le ministre officiant et 2 amis d'enfance de Cynthia, tenus au secret. L'homme qui attendait à l'hôtel ne portait ni écharpe présidentielle ni costume de cérémonie. Juste Richard Alfred et un ensemble bleu marine classique, souriant comme un homme qui a trop attendu pour enfin expirer. Le ciel était doux, baigné par la lumière matinale, le chant des oiseaux remplaçant l'orchestre, les bancs de bois vides mais néanmoins sacrés. Ils échangèrent des vœux écrits en privé, des mots profonds qui n'étaient pas destinés aux caméras ou aux campagnes électorales. Cynthia promit d'être sa paix dans un monde qui ne cessait d'exiger. Richard jura de la protéger, non pas du monde, mais des fantômes de son passé et des blessures qu'il laissait derrière eux. Il n'y eut pas de longs discours, seulement de sincères silences entre chaque phrase. Lorsque le ministre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Richard ne se précipita pas. Il se pencha simplement et l'embrassa d'abord sur le front, puis sur les lèvres, l'ancrant dans une nouvelle vie, loin des ruines où Frank l'avait autrefois laissé. L'alliance glissa à son doigt sans tambour ni trompette, un fin cercle de platine incrusté d'un minuscule saphir, sa pierre de naissance. Pas de diamant. Pas d'excès. Juste du sens. Après la cérémonie, ils ont dîné sous un des ornés de lanternes en lin. Le repas était simple, canard laqué, pain frais et un Bordeaux Richard qu'il avait gardé près de 10 ans. Cynthia rit pour la première fois depuis des mois, non pas avec retenue, mais avec la liberté d'une femme enfin chez elle, dans les bras de quelqu'un. Ils ne parlaient pas d'avenir en termes de titre ou de loi. Ils parlèrent des villes côtières qu'ils aimeraient visiter, des galeries d'art où ils pourraient se perdre, du genre de maison où il n'y avait pas besoin de personnel à chaque tournant. Le soir venu, Richard la conduisit dans la villa attenante à la chapelle, un refuge aux murs de pierre, sans accès à la presse, sans téléphone qui sonne, sans alerte. Juste eux. Alors que Cynthia était allongée à ses côtés ce soir-là, toujours dans sa robe de mariée, la main posée sur sa poitrine, elle murmura, pas de gros titres. Pas de caméra. Juste de l'amour. Et pour la première fois, Richard ne se sentait pas l'homme le plus puissant du pays. Il se sentait le plus reconnaissant. L'enveloppe était simple, bordée de bleu, couleur crème, et timbrée d'un sceau argenté sur lequel était inscrit « Gala des anciens élèves du 20e anniversaire de l'université Saint-Bellamy ». Cynthia a failli le jeter à la poubelle, pensant qu'il s'agissait d'une autre invitation caritative, jusqu'à ce qu'elle remarque une liste d'invités d'honneur à l'intérieur. Son nom était en gras. Tout comme celui de Frank Kingsley. Une douzaine de souvenirs lui traversèrent l'esprit, des amphithéâtres partagés, des croquis d'architecture sous les arbres, des nuits tardives sur les bancs du campus où elle croyait qu'amour et ambition pouvaient cohabiter. Elle n'avait parlé à aucun de ses anciens camarades depuis des années, depuis que son ascension et sa chute avaient été publiquement présentées comme un scandale dans les tabloïds. Elle faillit décliner, mais quelque chose en elle marqua un temps d'arrêt. Elle n'était plus seulement l'ex-femme de Frank Kingsley. Elle était désormais Cynthia Alford, de nom et de force. Pourtant, elle garda l'événement pour elle, sans presse, sans annonce. Elle y assisterait discrètement, non par vengeance ou par vanité, mais pour tourner la page. De l'autre côté de la ville, Frank Kingsley affichait un sourire narquois, tenant la même invitation à la main. « Devinez qui assiste au gala des anciens », dit-il en jetant la carte sur le plateau du petit déjeuner où Annabelle sirotait son mimosa. Elle ne leva pas les yeux de son téléphone. « Cynthia, je suppose ?» Le sourire de Frank s'élargit. « C'est notre moment. L'humiliation est totale. Je veillerai à ce que tout le monde voie jusqu'où elle est tombée et jusqu'où nous sommes montés. » Annabelle releva enfin les yeux, brillants. « Alors faisons le bien. » Les jours suivants, elle s'est concertée avec le comité du gala,
sous couvert de soutien aux relations publiques, en suggérant un diaporama rétrospectif illustrant le parcours des anciens. En réalité, elle a soigneusement sélectionné des images des moments difficiles de Cynthia, des gros titres des tabloïds, une photo d'elle devant un tribunal pendant le divorce, et une photo particulièrement cruelle de paparazzi montrant son visage baigné de larmes le soir où Frank l'a mise à la porte. Tout s'est soudainement transformé en filigrane, ressemblant à des souvenirs aléatoires. Le projet était de le diffuser juste avant la cérémonie de remise des prix, une embuscade émotionnelle déguisée en nostalgie. Annabelle a également contacté plusieurs anciens élèves influenceurs pour semer le doute sur la dépression nerveuse de Cynthia et son obsession pour le passé. Elle a demandé à l'organisateur de l'événement de placer Cynthia à une table moins visible, loin de la scène, tandis qu'elle et Frank étaient inscrits comme sponsors platine, garantissant ainsi une mise en avant. Elle ne comprendra pas ce qui lui est arrivé, a déclaré Frank avec satisfaction. Et quand les photos seront diffusées, tout le monde se souviendra de qui a vraiment gagné. Mais ni l'un ni l'autre ne savait que Cynthia avait déjà pris ses propres dispositions, absence de presse, sécurité discrètement intégrée, et son mari, le président Richard Alfred, devait arriver d'une mission diplomatique juste à temps. Elle ne s'intéressait pas au jeu, mais elle n'était plus un pion. Et, la veille du gala, calme et posée, alors qu'elle déposait sa robe, elle se murmura « Laissez-les essayer ». Le comité du gala ignorait qu'il était utilisé comme un pion dans la vendetta personnelle d'Annabelle Clark. En apparence, elle était la marraine idéale, proposant de financer un éclairage amélioré, une équipe média professionnelle et même l'organisation d'un diaporama mural pour honorer les réalisations des anciens. Les organisateurs, impressionnés par son initiative et par le don conséquent que Frank Kingsley avait approuvé, lui ont laissé carte blanche. Ayant accès aux archives et aux dossiers de présentation officiels, Annabelle s'est mise au travail. Elle a engagé un rédacteur discret qui lui devait des faveurs, lui demandant de glisser et de sélectionner des photos parmi des photos authentiques, une image floue de Cynthia devant une clinique, déformée pour suggérer sa fragilité, une photo recadrée tirée d'une couverture de tabloïd laissant entendre qu'elle avait été surprise en train de quitter un hôtel, seule en larmes, et, plus cruel encore, une légende sous une image tirée des gros titres des journaux de divorce annonçant qu'elle avait tout perdu, y compris elle-même. Annabelle a parfaitement synchronisé son timing. Le diaporama serait diffusé juste avant la cérémonie de remise des prix honorifiques aux anciens élèves, où la salle serait remplie de rires, d'attention et de boissons déjà à flot. Elle s'assura que l'hôte du gala remercierait publiquement les sponsors et soulignerait la générosité et l'influence de Frank et Annabelle, préparant ainsi le terrain pour porter un coup fatal à la dignité de Cynthia. Elle avait même incité un camarade de classe inquiet à approcher Cynthia plus tôt dans la soirée, feignant la sympathie et posant des questions indiscrètes comme « Est-il vrai que tu as été banni de ta profession ? Et j'ai entendu dire que tu travaillais dans la vente l'année dernière. » Cela a dû être une leçon d'humilité. Frank, quant à lui, répétait son texte pour le moment où les caméras le filmeraient pendant le diaporama. Il prévoyait un rire suffisant, un murmure à Annabelle et un verre levé, comme une performance orchestrée destinée à montrer à quel point il était détaché et au-dessus de tout. La veille du gala, Annabelle a visionné le diaporama une dernière fois, sirotant du vin blanc dans une salle de projection privée que Frank avait aménagée dans leur appartement. Chaque transition, chaque éclair était conçu pour blesser. Elle a mis en pause la vidéo qui montrait Cynthia, à mi-chemin, vêtue d'un vieux manteau froissé, sortant d'un centre communautaire, le visage détourné de la caméra. Elle va s'effondrer quand ça jouera, murmura Annabelle, les yeux brillants. Frank, allongé sur le canapé en cuir, ricana. Elle a toujours été trop sensible pour ce monde. Qu'elle le ressente. Ce qu'aucun d'eux n'avait remarqué, c'était un léger problème à la fin du fichier, une interférence imperceptible. Cela ne faisait pas partie du montage original. Mais quelqu'un d'autre l'avait inséré discrètement. Un joker dont personne n'avait tenu compte. Et lorsque les lumières du gala s'éteindraient, ce ne serait pas Cynthia qui se retrouverait exposée. La salle de bal du grand pavillon Saint-Bellamy scintillait d'or et d'une douce lumière saphir, hommage aux couleurs de l'université. Les anciens élèves riaient aux éclats, les verres trinquaient et l'orchestre jouait un riche air classique tandis que les invités se mêlaient sous un lustre en cristal de la taille d'une petite voiture. Frank Kingsley se tenait près de la table d'honneur, vêtu d'un smoking anthracite sur mesure, un bras enroulé autour de la taille d'Annabelle. Elle portait une robe dorée qui lui collait aux épaules comme une lumière liquide, souriant avec l'aisance de quelqu'un qui se croyait déjà victorieux. La table était entourée d'anciens élèves, de photographes et de célébrités, chaque instant soigneusement mis en scène pour l'effet d'optique. Tous les regards étaient braqués sur eux. Comme prévu.
Jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Au début, personne ne s'est retourné. La musique ralentit doucement jusqu'au silence. Un silence tomba comme un rideau invisible balayant la pièce. Un homme bien habillé entra le premier, grand, imposant, posé. Puis vint le frisson de la reconnaissance. Des halètements s'échappèrent des lèvres. Des téléphones émergèrent subtilement des pochettes et des menottes. « C'est ça », murmura quelqu'un près de la scène. Richard Alfred, président de la République, se tenait sous l'arche de la salle de bal, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement coupé, sans garde du corps ni assistant. Mais ce qui captivait l'attention de la salle, c'était la femme à ses côtés. Cynthia. Radieuse, gracieuse, intouchable. Elle portait une robe d'un vert émeraude profond qui semblait respirer à chacun de ses pas, ses cheveux coiffés en un chignon bas, des larmes de diamant à ses oreilles, une élégance discrète et royale. Pas de maquillage, pas de sourire forcé. Juste une force tranquille. La flûte de champagne de Franck lui glissa des doigts et se brisa au sol. Le sourire d'Annabelle se figea comme un masque de cire. La main de Richard flottait juste au-dessus du bas du dos de Cynthia tandis qu'il descendait le grand escalier, harmonieusement synchronisé, la tête haute. Un détachement de sécurité les suivait discrètement, mais pas assez près pour perturber l'intimité de leur démarche. Richard marqua une pause, puis regarda Franck droit dans les yeux, lui adressant un léger sourire, ni suffisant, ni moqueur, juste un air neutre. Le regard de Cynthia croisa brièvement celui d'Annabelle, mais elle ne dit rien. Son silence était plus criant que n'importe quelle insulte. Le présentateur, stupéfait, s'éclaircit la gorge au micro, « Mesdames et messieurs. Nous sommes honorés ce soir par l'arrivée inattendue du président de notre pays, Richard Alfred, et de son épouse, Cynthia Alfred, ancienne élève de notre université Saint-Bellamy. » Et soudain, la salle s'est esclaffée. Gênant. Hésitant. Puis tonitruant. Les caméras ont cliqué. L'attention qu'Annabelle avait cherché à capter pendant des mois avait disparu, engloutie par l'entrée magnétique et naturelle d'une femme autrefois rejetée. Cynthia n'avait pas besoin de reconquérir sa valeur. Elle était simplement entrée, et le monde s'était adapté. Les applaudissements résonnaient encore lorsque Cynthia et Richard prirent place à la table d'honneur, un espace réservé aux invités d'honneur, bien que leur arrivée n'ait pas été confirmée. Les organisateurs de l'événement s'efforcèrent d'adapter le programme, les présentateurs modifièrent leurs textes, et la presse afflua avec une frénésie renouvelée. Franck resta figé, la rage et l'incrédulité se battant derrière son sourire forcé. Les doigts d'Annabelle serraient si fort sa flûte à champagne que le cristal menaçait de se briser. Son diaporama, soigneusement préparé, était toujours programmé, mais désormais, toute la lumière était sur Cynthia. Personne ne se souciait plus des murs d'héritage ni des plaques de donation, surtout quand la première dame de la République venait d'entrer, vêtue de la plus élégante nuance de vengeance jamais brodée sur soi. L'atmosphère changea sensiblement. Là où autrefois on murmurait la disgrâce de Cynthia, il n'y avait plus que de l'admiration et de la crainte. Les femmes se penchaient vers elle pour la complimenter. Les hommes se levaient pour la saluer avec respect. Les caméras se pressaient dans un coin de la pièce. À mesure que l'événement avançait, le moment soigneusement planifié par Annabelle, la révélation du diaporama, arriva. Mais lorsque l'écran s'alluma, une autre vidéo se mit à défiler. Une vidéo que personne n'avait prévue. Il s'agissait d'un montage du travail architectural de Cynthia au cours des 2 dernières années, des plans de logements écologiques aux innovations architecturales marquantes, dont le projet du patrimoine national du président. Son nom était clairement mentionné. La dernière diapositive indiquait « La résilience n'est pas bruyante ». C'est visible. La foule a éclaté en acclamations. Annabelle est devenue pâle. Franck se tourna vers elle, le regard accusateur. « Tu as dit que tout était sous contrôle », siffla-t-il. Annabelle balbutia, c'était le cas. Je ne sais pas comment, mais cela n'avait aucune importance. Le contrôle qu'ils avaient orchestré était brisé. Le plan de Franck pour humilier son ex-femme avait non seulement échoué, mais s'était retourné contre lui publiquement. Il était devenu l'homme qui avait rejeté la grandeur. Annabelle était devenue la femme qui tentait de l'effacer. Et Cynthia? Elle était devenue une légende. Au moment du dessert, plusieurs invités avaient commencé à éviter ouvertement Franck et Annabelle. Le couple autrefois populaire s'était alors retrouvé plongé dans un silence gêné, les photographes se concentrant sur les conversations discrètes de Cynthia et Richard. Plus douloureux encore, Cynthia ne jubilait pas.
Elle ne se livrait pas à des vengeances mesquines. Posée, gracieuse et calme, elle offrait à la presse une élégance irréprochable. Cette tenue, son refus de répondre à Venons par le feu, lui valut plus d'admiration que n'importe quel titre. Et c'était là la véritable honte pour Frank et Annabelle. Non seulement ils avaient perdu, mais Cynthia n'avait même pas eu besoin de se battre pour gagner. Elle existait, tout simplement, et la salle l'avait choisie. À l'aube du lendemain matin, Cynthia Alfred était devenue le nom de tous les écrans, de tous les flux et des gros titres du monde entier. Les photos du gala de retrouvailles sont devenues virales avant même le lever du soleil, son entrée assurée aux côtés du président Richard Alfred, sa robe émeraude scintillant sous le lustre et son sourire serein sous les applaudissements nourris de la foule. D'épouse rejetée à première dame, les exploits de Cynthia Alfred au gala de Saint-Bellamy ont fait le buzz sur les plateformes d'information internationales. Tous les grands médias, des magazines de mode aux revues politiques, voulaient connaître son histoire. Mais Cynthia est restée silencieuse, sans faire de déclaration. Elle a laissé parler les photos. Les médias ont comblé les vides avec admiration, ses réalisations architecturales, ses consultations philanthropiques auprès de l'équipe du patrimoine national et son élégance sereine face à la honte publique passée. Là où autrefois on murmurait sa chute, on s'émerveillait désormais de sa dignité. Annabelle, quant à elle, était dévorée vivante. Des images de sa fureur visible pendant le gala ont circulé, accompagnées de légendes moqueuses telles que « Quand tu réalises que ton plan a échoué en 4K et que tu réessaies, Annabelle ». La réaction n'était pas seulement sociale, elle était professionnelle. Les marques avec lesquelles elle collaborait se sont discrètement retirées des contrats en cours. 2 marques de mode ont publié des communiqués se distanciant de son comportement public. Un ancien collègue a divulgué des courriels révélant la tentative d'Annabelle de saboter la réputation professionnelle de Cynthia quelques mois plus tôt, notamment en falsifiant des images et en recourant à des techniques de chantage. Autrefois connue pour son sens de la mode et son sens des relations publiques, Annabelle était désormais perçue comme toxique, manipulatrice et dangereusement obsédée par le pouvoir. Les interviews qu'elle avait réservées des semaines à l'avance ont été annulées. Les invitations se sont taries. Des événements qui sollicitaient autrefois sa présence ont désormais rayé son nom de leur liste d'invités. La chute fut rapide, bruyante et publique. Frank ne s'en sortit guère mieux. Bien qu'épargné par le ridicule social, son nom circula désormais comme celui de l'homme qui avait divorcé de la future première dame pour une maîtresse scandaleuse. Les investisseurs se sont retirés discrètement, mais délibérément. Un magazine économique a titré sur le point faible de Kingsley, l'homme qui a joué sur son ego et a tout perdu. Des paparazzis l'ont surpris quittant une boîte de nuit du centre-ville, seul, débraillé et visiblement ivre. Une vidéo où il marmonnait qu'elle se croyait meilleure que moi maintenant, tout en se voyant refuser l'entrée d'un salon VIP, a jeté de l'huile sur le feu. Mais Cynthia n'a pas réagi. Ni une ombre, ni un commentaire, ni une réplique. Ce silence était son armure et son arme. Le monde ne pouvait se lasser d'elle. Et la femme autrefois moquée était devenue l'image de la grâce sous le feu. Les retombées des retrouvailles continuèrent de bouleverser le monde de Frank comme une mèche qui brûle lentement. La honte publique était une chose. Il aurait pu s'en remettre avec le temps, peut-être même avec de la pitié. Mais ce qui suivit fut pire. Le silence. Le silence financier. Des comptes bancaires présentant d'étranges prélèvements. Des courriels confidentiels restés sans réponse. Des appels téléphoniques à Annabelle aboutissant directement sur la messagerie vocale. Au début, il pensait qu'elle se faisait discrète à cause de la tempête médiatique. Mais après 2 jours sans un seul mot, et après qu'un conseiller financier l'ait averti des incohérences de ses avoirs offshore, Frank eut le ventre noué par l'angoisse. Il se précipita dans son bureau privé, tapant furieusement sur son ordinateur portable. Les mots de passe avaient été modifiés. Les journaux de transfert avaient été altérés. La moitié de ses liquidités avaient disparu, transférées sur des comptes sous un nom qu'il ne reconnaissait pas, mais dont il avait ensuite retrouvé la trace dans une société écran basée aux îles Caïmans. Plus il creusait, plus la situation empirait. Ses cartes de crédit atteignaient leurs limites et ses propriétés étaient refinancées en toute discrétion. Même le pantouse qu'il partageait autrefois avec Cynthia, désormais copropriétaire avec Annabelle, avait été discrètement mis en vente le lendemain du gala. La panique l'envahit tandis qu'il se précipitait chez son conseiller financier, qui lui annonça la nouvelle d'un air glacial. Annabelle liquidait ses biens depuis des mois. Les bijoux, prétendait-elle, étaient des cadeaux, revendus aux enchères au marché noir.
Les dépenses professionnelles étaient canalisées vers des cabinets de conseil fictifs qu'elle contrôlait. Lorsque Frank a appelé son ancienne assistante, une jeune femme qu'Annabelle avait renvoyée pour son attitude, elle a confirmé le pire, elle a fait 4 valises, est sortie par l'ascenseur de service et a réservé un jet privé pour la Croatie. Elle a dit qu'elle en avait assez de jouer à se déguiser avec des hommes fauchés. Frank laissa tomber le téléphone. Ses mains tremblaient tandis qu'il contemplait son reflet dans la vitre du gratte-ciel du centre-ville qui ne lui appartenait plus vraiment. Il ne lui restait que son nom et une montagne de procès en cours. Les loups rôdaient autour de lui, et la femme qu'il croyait capable de le rendre invincible s'était envolée dans le luxe, ne laissant derrière elle que comptes vides et dettes impayées. En quelques heures, la nouvelle a fuité. Une source anonyme a fourni aux médias des détails sur l'évasion d'Annabelle, sa trahison et la ruine financière qu'elle a laissée derrière elle. À la une, on pouvait lire « Madame en fuite, Annabelle Clark épuise Kingsley ». D'anciens amis se moquaient de lui. Les investisseurs se retiraient discrètement. Même les derniers membres du conseil d'administration qui lui étaient restés fidèles ont démissionné. Cynthia, comme toujours, n'a rien dit. Mais Frank savait qu'elle savait. D'une manière ou d'une autre, quelque part, elle l'avait vu venir. Et maintenant, l'homme qui l'avait autrefois surplombé fièrement lors d'un gala, se moquant de sa douleur, était assis seul dans un pantoux sombre, sa fortune envolée, sa réputation ruinée, et la femme qu'il avait préférée à la sienne, perdue aux yeux du monde. Le passage de la dignité tranquille à la célébrité mondiale s'est produit presque du jour au lendemain. Après ces retrouvailles, Cynthia Alford est devenue bien plus que la première dame. Elle est devenue une figure culturelle majeure. Sa grâce sous pression a captivé l'imagination du public, mais c'est son œuvre, brillante, réfléchie et révolutionnaire, qui a consolidé sa position sur la scène internationale. Les revues d'architecture de toute l'Europe l'ont saluée comme une visionnaire du design humaniste. Son modèle de reconstruction éco-responsable des communautés d'après-guerre a fait l'objet d'un important symposium de l'UNESCO. Les invitations ont afflué, discours d'ouverture à Vienne, collaboration en urbanisme à Tokyo, demande de conseil de design en Suède, au Canada et aux Émirats arabes unis. Pourtant, Cynthia est restée humble, ne mettant jamais en avant sa célébrité. Elle assistait aux événements de son choix, refusait ceux qui ne correspondaient pas à ses valeurs et gardait l'accent sur son travail, et non sur elle-même. Ce qui rendait sa présence si imposante n'était pas son nouveau titre de première dame, mais la façon dont elle l'exerçait. Contrairement à ses prédécesseurs, Cynthia ne décorait pas de salles de bal et n'organisait pas de déjeuner caritatif. Elle créait des solutions de logement durable pour les familles déplacées. Elle organisait des réunions à huis clos avec des promoteurs urbains sur la manière de concevoir des villes à la fois accessibles et esthétiques. Son approche minimaliste et pleine d'âme pour reconstruire les communautés a suscité l'admiration même des critiques les plus virulentes. Les manchettes des médias ont commencé à changer. Cynthia Alfred, la première dame de l'avenir, en a lu un. Plus qu'un simple symbole, un étendard, pouvait-on lire. Le public la regardait se déplacer avec la même aisance dans les ambassades et sur les chantiers, arborant souvent les mêmes couleurs sobres qu'elle avait toujours privilégiées. Le monde de la mode a même inventé une expression pour son esthétique sobre, sa puissance et sa simplicité. Malgré cette reconnaissance grandissante, Cynthia restait très réservée. Elle accordait rarement des interviews, et lorsqu'elle le faisait, elle se concentrait sur ses projets. Les questions sur son passé, Frank ou Annabelle, étaient accueillies par un sourire et un silence. Quelques mois après les retrouvailles, son bureau a publié une déclaration « Nous croyons qu'il faut avancer avec détermination, et non vivre en arrière dans la douleur ». Cette phrase a été reprise dans le monde entier. Son influence s'est étendue au-delà du simple projet. Elle a redéfini le rôle du leadership lui-même. Les jeunes filles ont désormais étudié son parcours architectural parallèlement à sa force personnelle. Des campus universitaires ont donné son nom à des salles de design. Et, silencieusement, le président Richard Alfred observait tout cela à ses côtés, sans avoir besoin de parler pour elle, se tenant simplement debout, tel l'homme qui avait cru en elle bien avant que le monde ne la rattrape. Cynthia ne s'était pas seulement élevée, elle avait redéfini l'élévation. D'un pas calme, d'une vision stable et d'une âme qu'aucune tempête ne pouvait ébranler. Frank Kingsley n'avait pas été vu en public depuis des semaines. Après la disparition d'Annabelle et l'effondrement de ses actifs, il était devenu un fantôme, évitant les caméras, esquivant les créanciers, se cachant des trahisons du conseil d'administration et du venin d'anciens alliés autrefois vénérés par sa marque. Mais l'humiliation a le don de rattraper même les âmes les plus solitaires. Un talk show en difficulté, cherchant désespérément à améliorer son audience,
lui a proposé une interview exclusive pour se racheter. Brisé et acculé, Frank a accepté. Il avait besoin d'une bouée de sauvetage, même s'il devait pour cela exposer ses blessures à un public qui avait autrefois applaudi son arrogance. Lorsqu'il entra sur le plateau, vêtu d'un costume mal ajusté et visiblement amaigri, le monde ne vit pas le mobile de Kingsley Holdings, mais un homme brisé par les conséquences. Les lumières au-dessus de lui vacillèrent doucement tandis qu'il prenait place, ses mains tremblant juste assez pour trahir la vérité, ce n'était pas écrit. C'était une question de survie. L'animateur commença doucement, mais les questions furent blessantes. Où est-ce que ça a mal tourné, Frank? Sa voix se brisa. Je perdis la vue. Moi, j'ai laissé mon ego prendre le dessus. J'ai entendu des gens que j'aimais. Surtout Cynthia. Il regarda alors la caméra, les yeux vitreux. Si elle regarde Cynthia, je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais je demande. S'il vous plaît. Je suis désolé. Un silence s'ensuivit, pesant et pesant. L'animateur lui accorda un instant, puis pivota. Regrettes-tu de l'avoir quitté? Frank rit, amer, essoufflé. Je ne l'ai pas abandonné. Je l'ai jeté. Et quand le monde a vu sa valeur. J'étais l'idiot qui n'avait plus rien. Le segment s'est terminé sous les applaudissements de quelques spectateurs compatissants, mais en ligne, les réactions ont été mitigées. Certains l'ont plaint. D'autres se moquèrent de la performance. Les gros titres affluèrent, trop peu, trop tard. Kingsley implora le pardon. Des clips circulaient sur toutes les plateformes. Tout le monde attendait la réponse de Cynthia. Mais rien ne venait. Aucun commentaire. Aucun communiqué de presse. Aucune interview. Cynthia a été photographiée quelques heures plus tard, entrant dans un sommet sur l'éducation à Copenhague, résolument déterminée à construire des écoles communautaires dans les régions défavorisées. Lorsqu'un journaliste lui a posé une question sur les excuses télévisées de Frank, elle n'a pas bronché. Son service de sécurité l'a accueilli, et ce silence, élégant et délibéré, a été plus éloquent que n'importe quel mot. Derrière les portes closes, Richard regardait la séquence sans rien dire. Cynthia, assise en face de lui, éteignit simplement la télévision à mi-parcours et reprit le montage de sa dernière version. Elle n'avait pas besoin de reconnaître la douleur de Frank pour prouver quoi que ce soit. Certaines excuses s'adressent au miroir, pas à la personne blessée. Et Cynthia avait depuis longtemps cessé d'être quelqu'un qui avait besoin de tourner la page. Elle était devenue quelqu'un qui créait des commencements. Cela s'est produit discrètement, sans prévenir, sur le balcon d'une suite luxueuse à Santorin. Annabelle Clark sirotait du champagne, les jambes tendues sous un peignoir de soie, un homme qu'elle connaissait à peine dormant à l'intérieur, lorsque des agents d'Interpol ont investi la propriété. Elle avait voyagé d'un pays à l'autre sous de fausses identités, détournant de l'argent via des sociétés écrans à Monaco et au Maroc, toujours avec une longueur d'avance sur les enquêteurs, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Un renseignement d'un ancien associé, combiné à des images de surveillance d'un aérodrome privé en Croatie, l'a localisée exactement là où elle ne voulait pas être. L'arrestation a été nette, rapide et silencieuse, comme elle l'avait toujours souhaité. Mais il était impossible de se dérober à cette règle. Plus de charme à utiliser comme arme. Plus de noms à dévoiler. Cette fois, les murs s'étaient refermés, et celle qui avait autrefois arpenté les tapis rouges, la récompense prestigieuse de Frank Kingsley, avait été traînée menottée dans un terminal d'aéroport. Elle a caché son visage aux caméras qu'il avait autrefois réclamées. Les accusations étaient stupéfiantes. Fraude. Détournement de fonds. Falsification d'identité. Blanchiment d'argent. Falsification informatique. Son nom avait été discrètement associé à plusieurs scandales dans 3 pays, certains liés à des fonds volés, d'autres à des contrats truqués sous l'ancienne société de Frank. Les enquêteurs ont découvert plus de 12 millions de dollars détournés vers des comptes offshore, dont l'origine remonte à de faux comptes d'entreprises créés sous des pseudonymes. Elle avait falsifié des signatures, manipulé des documents numériques et trompé les autorités fiscales sur plusieurs continents. Sa chute fut non seulement spectaculaire, mais aussi chirurgicale. Lors de sa première comparution devant un tribunal grec, sa libération sous caution lui fut refusée. Un journaliste local a filmé sa sortie du tribunal, entouré de gardes du corps, ses cheveux autrefois glamour désormais emmêlés et attachés, son visage vidé de son éclat habituel. La vidéo a fait le tour des médias internationaux en quelques heures. Annabelle Clark,
escroc international, est en détention. Cynthia apprit la nouvelle tard ce soir-là, en revenant d'un sommet sur le logement des jeunes à Prague. Le titre défila sur l'écran du salon privé. Richard la regarda, attendant sa réaction. Elle expira doucement et dit, « La justice n'a pas besoin d'applaudissements. » De l'autre côté de l'océan, Franck regardait la même émission depuis la chambre d'amis d'un ami, son monde réduit à des meubles d'occasion et des factures non ouvertes. Son téléphone vibrait sans cesse, les journalistes l'implorant pour un commentaire, mais il laissa sonner. Il n'y avait rien à dire. La femme dont il avait cru qu'elle allait élever son empire l'avait enterré. L'ironie était cruelle, il avait quitté la personne la plus précieuse de sa vie pour une voleuse au sourire éclatant, aux dents parfaites et au cœur de fer. Et maintenant, lui et Annabelle faisaient la une des journaux pour de mauvaises raisons, tandis que Cynthia traversait son nouveau monde, intacte, indifférente et indestructible. La lettre arriva dans une simple enveloppe blanche, sans adresse de retour, juste son nom et une écriture serrée et penchée qu'elle n'avait pas vue depuis plus d'1 an. Cynthia la tourna dans ses mains sans l'ouvrir. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait de qui il s'agissait. Le grammage du papier lui était familier, Franck préférait toujours le papier épais, celui qui semblait cher au simple toucher. Elle sentait légèrement l'eau de Cologne et la culpabilité. Elle était assise dans la cour de la villa présidentielle, entourée de soucis qu'elle avait plantés elle-même, le soleil chaud de l'après-midi caressant doucement ses épaules. L'enveloppe reposait sur une petite table en mosaïque devant elle, intacte, son contenu murmurant des promesses de conclusion, de remords, ou peut-être de nouvelles manipulations enveloppées de regrets. Ses doigts planèrent sur le sceau, puis se retirèrent. Elle savait déjà ce qu'il y aurait écrit, « Je suis désolé. Je n'ai pas vu ta valeur. J'avais tort. » Toutes ces choses qui étaient arrivées trop tard, trop vides, trop éloignées de la version d'elle-même qu'elle était devenue. À l'intérieur, le silence régnait dans la propriété. Richard était absent pour une brève réunion de sécurité, le personnel respectueusement absent de la cour. C'était l'un de ces rares moments où tout était calme, pas de caméra, pas de politique, pas de discours. Juste la paix. Cynthia prit une inspiration, puis se leva calmement. Elle se dirigea vers le brasero antique au fond de la cour, celui qu'elles utilisaient en hiver pour se réchauffer les mains et siroter du vin chaud sous des couvertures de laine. Elle alluma une allumette, dont la flamme vacillait incertainement dans la brise légère. Sans cérémonie, sans drame, elle tint l'enveloppe au-dessus de la flamme. Elle prit rapidement feu, se recourbant sur les bords, noircissant à mesure que l'encre fondait en cendres. Elle la regarda brûler jusqu'à ce qu'elle disparaisse, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que poussière grise et fumée. Aucune larme ne coula. Aucun souvenir ne remonta. Juste une légèreté. Il n'y avait aucune satisfaction dans cet acte, seulement de la clarté. Les excuses de Franck, présentées à l'encre alors qu'elles auraient dû être appliquées, arrivaient trop tard. Aucune part d'elle ne souhaitait revisiter les blessures qu'il avait laissées. Elle s'était reconstruite à partir des décombres qu'il avait créés et, ce faisant, avait trouvé une version d'elle-même qu'elle n'aurait peut-être jamais connue s'il ne l'avait pas brisée. Il n'y aurait pas eu de réponse, pas de merci, pas de pardon à contre-cœur. Certaines histoires n'avaient pas besoin d'être rouvertes, il fallait simplement les clore. Alors que la dernière braise s'éteignait, Cynthia retourna à sa chaise et prit sa tablette avec les rendus actualisés du nouveau centre de bien-être pour femmes qu'elle concevait au Rwanda. Son passé était désormais réduit en cendres. Et elle avait des villes à construire. Des avenirs à façonner. Une vie à vivre pleinement, librement et sans interruption. Le sommet mondial des dirigeants de Genève était un événement réservé aux esprits les plus influents de la politique, des sciences et de l'innovation, mais cette année, tous les regards n'étaient pas tournés vers un président, un milliardaire ou un lauréat du prix Nobel. Ils étaient sur elle. Alors que le cortège s'engageait dans l'entrée privée de la salle du sommet, les photographes s'empressaient d'interpeller de toutes parts, les journalistes se bousculant pour immortaliser celle qui avait redéfini la résilience sur la scène internationale. Les portes s'ouvrirent et le président Richard Alfred en sortit, imposant comme toujours dans son costume noir sur mesure. Puis vint Cynthia. Elle portait une robe fluide gris tourterelle, subtilement brodée au col, sans couronne, sans paillettes, juste une élégance intemporelle. Sa main gauche reposait délicatement dans celle de Richard tandis qu'ils marchaient ensemble, leurs doigts entrelacés, avec une aisance d'unité qui n'avait pas besoin d'être déclarée. À l'intérieur du sommet, des dignitaires se tenaient debout. Certains applaudissaient. D'autres se contentaient de la regarder, momentanément désarmés par sa présence. Cynthia se déplaçait avec grâce, saluant gentiment des visages familiers,
des architectes qu'elle avait autrefois soutenus, des épouses de politiciens qu'il avait autrefois critiqués, lui offrant désormais une révérence silencieuse. La première dame n'était pas seulement une figure de proue ou une oratrice, elle était l'architecte d'un véritable changement, un symbole d'endurance et un portrait de classe forgé par le feu. Aux côtés de Richard, elle ne reculait pas. Elle n'était pas au second plan. Elle se tenait à ses côtés, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que femme qui avait gagné sa place dans le monde en refusant de laisser l'amertume devenir son héritage. Autrefois traînée dans les tabloïds comme l'épouse abandonnée d'un homme puissant, elle se tenait désormais aux côtés du plus puissant du pays, selon ses propres conditions. Arrivé au sommet, Richard marqua une pause, puis l'aida doucement à gravir la dernière marche. Les caméras au Homer tandis qu'il se tournait vers elle et murmurait quelque chose que les micros ne captèrent pas, mais qui fit sourire Cynthia. Non pas le sourire poli et réservé qu'elle avait arboré les années précédentes, mais un sourire sincère, lumineux et inébranlable. Ensemble, ils se tournèrent vers la salle. Les applaudissements redoublèrent, non pas pour le scandale, ni pour le spectacle, mais pour le triomphe. À cet instant, il n'y avait plus aucune ombre de Frank, plus aucun écho d'Annabelle, plus aucun vestige de la douleur qu'ils avaient laissée derrière eux. Cynthia avait traversé l'humiliation, la trahison, l'abandon, et en était ressortie sans amertume, sans blessure, mais d'une plénitude époustouflante. Main dans la main avec l'homme qui l'avait vue, qui avait cru en elle et qui s'était tenu à ses côtés, et non devant elle. Ce n'était pas la vengeance qui l'avait amenée ici. C'était une renaissance. Et au début du sommet, Cynthia Alfred se tenait fière. Puissante. Libre. Aimée. Un nouveau chapitre commençait. Elle seule pouvait écrire. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.